Merci Jean-Christophe. Nous allons parler donc aujourd'hui de la communication et de la stratégie digitale. Vous voyez mon écran? Parfaitement. D'accord. Alors, la communication et la stratégie digitale, c'est des choses que j'ai utilisées et que j'utilise depuis plusieurs années pour permettre de développer des activités pour des clients et également pour toutes sortes. Je donne des cours également dans des écoles actuellement et j'explique à des étudiants, mais aussi à des chefs d'entreprise, justement, l'intérêt de la stratégie digitale et de la communication qui s'inclut dedans. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Qui s'inclut dedans. Alors déjà, dans le mot communication et stratégie digitale, il y a deux parties. La première partie, c'est la communication. Alors, c'est quoi la communication? Comme on dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est un principe de base. Même sans communiquer, en fait, on risque de justement arriver à communiquer sans vouloir communiquer. Alors, première définition que j'ai trouvée sur la communication, dans les années 68, Monsieur Winnick a expliqué plutôt un processus, justement, qui implique un codage puis un décodage pour espérer déclencher la réaction recherchée chez le consommateur par l'émetteur annonceur. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais finalement, si on va aujourd'hui plutôt dans un thème, on va dire, plus clair en termes de définition, le processus de transmission d'informations d'un émetteur vers un récepteur. Donc, d'un côté, il y a un émetteur qui envoie de l'information et un récepteur qui reçoit de l'information. Au travers, il peut y avoir des filtres, différents types de filtres. En gros, c'est qui dit quoi, à qui, au travers de quel médium et avec quel résultat. Alors, on oublie que aujourd'hui, on a des téléphones portables, hein, par exemple, pour communiquer, pour s'écrire ou s'appeler en tout cas, pour s'appeler. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle tout de suite. Alors, on pourrait dire que c'est de la télépathie ou on fait ça à distance. Ce que l'homme a créé quelque part au travers de la technologie avec des téléphones, on peut le faire finalement nous-mêmes à distance. Alors avant, pendant la guerre, il y avait des pigeons voyageurs qui pouvaient envoyer des messages également, communiquer par un pigeon voyageur pour envoyer un message très important également. Ou bien plus avant, il y a eu le télégramme également qui a permis d'envoyer des messages aux États-Unis lors de la conquête de l'Ouest, au travers de la voie ferrée. On pouvait envoyer des messages par télégramme pour prévenir les gens. Puis également plus en amont, si on retourne dans l'histoire, on a également des châteaux qui, de château en château, pouvaient envoyer des signaux de fumée pour prévenir d'une alerte, par exemple. Donc, on envoyait un message de cette manière, donc différents types de messages. Donc, aujourd'hui, la communication, ça va très vite, hein. Des milliards d'emails sont envoyés tous les jours par Internet. Quand je dis milliards, c'est peut-être même beaucoup plus. Et des échanges se font de toutes parts au travers de la planète, au travers d'échanges de virements et de transferts d'argent. Donc, c'est aussi une autre forme de communication finalement. Donc, on retrouve la communication un peu partout. Alors, le processus lui-même de communication, il y a plusieurs étapes. La rédaction pour une entreprise, donc de l'axe de la communication. Donc, peut-être sélectionner une agence de communication. Si vous n'êtes pas vous-même dans la communication, c'est préférable pour mieux communiquer. Donc, faire appel à des professionnels de la communication. La deuxième étape, c'est les objectifs et les stratégies. Donc, qu'est-ce que vous allez définir comme stratégie par rapport à votre campagne de communication? Il va sûrement falloir analyser le marché, la faisabilité, les objectifs, définir des objectifs SMART. Est-ce qu'on est sur un marché B2B ou B2C? Est-ce qu'on est sur des cibles primaires ou secondaires? Donc, il y a peut-être plusieurs cibles à avoir. Et également, réfléchir à une stratégie média, donc stratégie de création de contenu avec un storytelling. On en parlera tout à l'heure, vous allez voir dans le détail ce que c'est. Donc, bien sûr, il y a des budgets publicitaires et des coûts associés à des retombées. Donc, il va falloir mettre en place des KPI et des indicateurs pour définir sa communication. Alors, après, le media planning, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est surtout sur la partie réseaux sociaux. Mais avant ça, on va parler de la communication plus généraliste avec justement exécuter les actions de communication, contrôler, modifier si éventuellement il y a besoin de corriger des choses par rapport à cela. Alors, les décisions de communication, après la communication et la stratégie. Donc, l'objectif stratégique, c'est quoi? Est-ce qu'on est spécialisé? Est-ce qu'on est sur un marché de niche? Est-ce qu'on va se diversifier? Est-ce qu'on va être sur de l'intégration, sur de l'internationalisation? Donc, ça dépend si c'est de la communication interne, la communication externe pour l'entreprise, la communication corporate, la communication sur une marque, sur un produit. On peut communiquer aussi sur
La gestion de crise, par exemple, lorsqu'il y a une crise, ce que fait par exemple le gouvernement, ce qu'a fait le gouvernement, par exemple, pendant le Covid. Également, ça peut être lors d'une guerre, par exemple, où on peut communiquer de façon à avoir des médias qui vont justement communiquer d'une façon bien spécifique. Le positionnement par rapport à l'entreprise, le produit versus le marché et la distribution également. Donc le positionnement marketing, on va en parler tout à l'heure avec les 4P. La communication au niveau de la force de vente, le message, les équipes commerciales, la façon dont elles vont communiquer pour que les gens puissent acheter le produit dans la vente. Mesurer les tests également, des tests, par exemple, avant d'acheter un produit, on peut faire des tests d'échantillonnage pour faire tester avec une caméra dans une salle le comportement des personnes, par exemple, la façon dont ils réagissent face à un produit qu'ils peuvent découvrir en termes de gustatif ou en termes déballage d'un paquet, déballage d'un produit, par exemple, pour voir leur comportement face à tel ou tel produit. Alors, la stratégie de communication, si on prend un peu plus de hauteur par rapport à la communication en elle-même, le SWOT permet très facilement de réfléchir justement à deux types de champs, le champ à soi, à l'entreprise ou à qui on est, ou le champ au marché, donc par rapport à ce qui est adressé dans le marché. Et de l'autre côté, il y a les éléments favorables et les éléments défavorables. Alors, c'est une matrice à double entrée finalement, si on la regarde très simplement, matrice SWOT, donc force, opportunité, faiblesse et risque, on l'appelle aussi menace. Donc, relative à soi, c'est les forces et les faiblesses. Et relatif au marché, c'est les opportunités et les menaces ou les risques. De façon transverse, on retrouve les éléments favorables, les forces et les opportunités d'un côté, et les éléments défavorables, les faiblesses et le risque. Donc l'idée de faire un SWOT quand on définit une stratégie de communication, on peut faire un SWOT pour son business plan quand on crée sa société, mais c'est également intéressant de faire des SWOT, par exemple, pour justement la mise en place de son processus de stratégie de communication. Ensuite, l'analyse de la concurrence. Donc déjà, il faut commencer par lister la concurrence. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire justement pour vérifier qui est sur le marché et comment. Et ensuite, une fois qu'on les a listés, commencer à l'analyser. Donc l'analyser, ça va permettre de pouvoir faire ressortir pour chaque concurrent des éléments différenciants pour voir où est-ce que soi-même on peut se positionner. Alors, il y a des gens qui travaillent sur des stratégies océan bleu pour ne pas être avec des concurrents, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de concurrents. Par exemple, si on prend le cirque du soleil, à la différence des cirques classiques, bah déjà, ils ont exclu d'avoir des animaux, donc ils vont pas maltraiter les animaux, ils n'auront pas cette problématique. Et puis surtout, ils se positionnent avec des danseurs et donc plutôt en mode spectacle, ballet. Et ils intègrent également de l'eau, donc des shows avec de l'eau, ce que ne font pas les autres cirques. Et donc, ils augmentent leur prix, c'est 2 fois plus cher qu'un cirque classique. Et grâce à ça, ils sont dans une stratégie de différenciation, en fait. Donc, est-ce que, justement, dans la communication, il faut se différencier d'une manière totalement différente de la concurrence? Alors là, je vous ai mis un petit exemple de l'analyse de la concurrence dans une étude stratégique, justement, où on voit justement une société, où on voit le différenciant et d'essayer de travailler justement sur le côté différenciant. Alors, le mix marketing, ensuite, quand on a un produit ou un service à proposer dans la communication, il y a les 4 P. Alors, pourquoi 4 P? En fait, c'est 4 P en anglais. Le premier, c'est product, produit en français. Le deuxième, c'est price, prix. Le troisième, c'est place pour la distribution. Et le dernier, c'est promotion, donc promotion également en français. Les 4 P, quand ils sont bien alignés, généralement, le message, le canal et la cible dans la communication, le message, c'est ce qu'on va donner comme information. Le canal, c'est la façon dont on va communiquer aux personnes. On va transmettre cette information qui est le message et la cible. Quand vos 4 P sont bien alignés, généralement, bah, les gens, ils achètent. C'est le principe de base. Si vous arrivez à aligner les 4 P, c'est que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, il faut revoir un des 4, voire peut-être à changer le canal, ou le message, ou la cible. Mais il ne faut jamais changer les 3 en même temps. Dans ces cas-là, il faut changer un des 3 pour réaligner un des 4 P. Par exemple, ça peut être revoir sa politique de prix ou revoir sa gamme de produits ou de services, mais ne jamais aligner, ne jamais changer 2 en même temps, toujours changer un seul pour permettre de vérifier, de remesurer les écarts justement
s'il y a un différentiel entre un mois, on a lancé une campagne, et un mois, on lance une nouvelle campagne, il ne faut pas tout changer en même temps, sinon on ne peut pas tout mesurer. Alors, le marché, en fait, quand on aligne les 4 P, ça s'intègre dedans. On se retrouve avec des concurrences. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé avant de l'analyse de la concurrence. Et ensuite, on peut justement se positionner sur ces 4 niveaux logiques. Le mix marketing, donc le premier, c'est le produit des 4. La politique de prix, en fait, ça consiste à définir la gamme et les caractéristiques de chacun des articles. Alors, il faut réfléchir si on se positionne sur le marché standard, low cost, haut de gamme ou luxe déjà, sur quel marché on va se positionner. On ne vend pas des sacs Louis Vuitton comme on vend des sacs H&M, malgré que chez Louis Vuitton, finalement, ce soit de la toile cirée, hein, du plastique quasiment, pour un prix qui est beaucoup plus élevé que du cuir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on paye la marque. Vous voyez, donc la gamme luxe, on paye plus la marque que le produit lui-même, même si le produit est de qualité, bien sûr. Le deuxième, le prix, donc la politique de prix, en fait, dans les prix, justement, et les conditions de vente, il y a les modalités de paiement, il y a les types de paiement, mais il y a aussi les prix psychologiques. On peut accéder des prix psychologiques à 99 €, 995 €, donc on est en dessous de 1000, ce qui fait que le prix va être apprécié à 3 chiffres au lieu de 4 dans cet exemple, mais aussi on va fixer un prix par rapport à le premier point qui correspondait au positionnement, c'est-à-dire on pourrait pas, si tout le monde pouvait acheter une Ferrari à 1000 €, ben, il y aurait plein de Ferrari dans la rue à 1000 €, et donc quelque part, ça deviendrait banal. Et donc, le problème, c'est d'avoir une Ferrari à ce prix-là. Bah, rareté égale valeur. C'est pour ça qu'une Ferrari ou une Porsche est très chère par rapport à une Dacia. C'est qu'en fait, on est sur un prix qui va être à créer de la rareté grâce à cela, en fait. Donc, plus le prix est cher, normalement, c'est que le produit a de la valeur. La différence, par exemple, entre du charbon et un diamant, c'est qu'un charbon, bah, c'est du carbone, hein. Le diamant, c'est aussi du carbone, sauf qu'il a été compressé dans la roche pendant des millénaires, il est devenu un diamant. Alors maintenant, ça se fait dans des fours, hein, en synthèse, des produits de synthèse, on crée du diamant en synthèse. C'est le même procédé, sauf qu'il est différent. Et donc, le prix du charbon est moins cher que le prix d'un diamant. Pourtant, c'est les mêmes propriétés chimiques, vous voyez. Dans la notion de distribution, la place du produit, il y a différents circuits et canaux de distribution. Alors, par exemple, il peut y avoir des intermédiaires pour des magasins qui veulent vendre des produits alimentaires ou des habits, mais on peut passer directement aussi sur des marques qui vont travailler en canaux de distribution de proximité, par exemple, pour des marchés où on est directement local, sur du terrain, et le fabricant, le cultivateur va directement en fait vendre lui-même ses produits au marché, sans passer par des intermédiaires pour que les oranges qui viennent du Maroc arrivent en France, alors qu'en fait, elles auraient pu être vendues localement. Alors, ça dépend effectivement du type de produit qu'on a, parce que si on a beaucoup de produits, on ne peut pas tout proposer localement, donc il va falloir l'exporter en fait. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir justement à sa politique de distribution. Ça peut être soit par des revendeurs, par des licences de marque, ça peut être par des franchisés, ça peut être en direct, ça peut être aussi par un réseau de distribution qu'on se crée soi-même avec plusieurs centres de profit, plusieurs lieux d'exploitation, si on a plusieurs magasins, par exemple, soi-même en propre. Donc tout ça, c'est vraiment à réfléchir. Le mix marketing, ensuite, sur la promotion. Donc la promotion, pour moi, cette notion de promotion mix marketing, ça revient justement à la communication, c'est-à-dire comment on va communiquer des offres promotionnelles, des promotions sur ce qu'on va proposer par rapport aux produits qu'on va proposer et le budget associé à cela. Alors, il y a différents médias, hein, supports publicitaires, hein, on en connaît, on a bien vu des affiches publicitaires à la télévision ou par exemple des spots publicitaires ou des affiches 3x4 dans le métro dans Paris. L'objectif de la communication, il y a le côté déjà cognitif. Donc, c'est-à-dire que le côté cognitif, c'est faire connaître sa marque auprès d'un public identifié. Expliquer le modèle de consommation aux clients, informer sur la possibilité d'achat sur mobile, par exemple, et enfin se faire connaître comme un acteur important. Et puis réfléchir si on est sur du B2B ou du B2B par rapport à la cible. Ensuite, il y a le côté affectif. Affectif, c'est soit vous êtes aimé, soit vous êtes détesté. Donc, c'est faire aimer justement le produit ou le site, si vous avez un site internet, aux utilisateurs, convaincre de la pertinence de la recommandation de la marque pour en faire la marque numéro 1. Si vous n'avez pas de concurrent, vous pouvez tout de suite dire vous-même vous êtes numéro 1 sur votre marché parce que vous n'avez pas de concurrent. Même si vous êtes sur un petit marché, vous êtes numéro 1 parce que vous êtes tout seul.
C'est comme ça qu'on crée des marques différenciantes en se positionnant sur un marché haut de gamme, en étant dans sa singularité, dans son ADN d'entrepreneur. Rassurer dans le processus de commande des articles en ligne, par exemple, si on a une boutique e-commerce avec du satisfait ou remboursé, c'est ce que fait par exemple les marques pour les chaussures, où on peut renvoyer les articles directement en magasin s'il y a un problème. Si on n'est pas satisfait de la taille ou du produit lui-même, on peut le renvoyer, ce que fait également Amazon. Ensuite, faire accepter l'idée de la communauté, de la convivialité autour d'une marque. Donc, ce que font par exemple plusieurs marques gustatives, hein, Michel et Augustin, ils ont créé une communauté et les gens aiment ce type de produit grâce à cela. Ensuite, le dernier point, c'est le côté connatif. Alors, augmenter le nombre d'internautes, augmenter le nombre d'achats, en gros, c'est augmenter le trafic, augmenter beaucoup de choses pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. On n'en a pas encore parlé sur les réseaux sociaux, mais je vous en parlerai tout à l'heure. L'objectif du marketing, il est quantitatif, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le taux de conversion, augmenter les achats sur un mobile, par exemple, le nombre d'actions marketing, augmenter le nombre d'inscrits sur un événement, augmenter le nombre d'utilisateurs récurrents à utiliser tel ou tel produit, et augmenter le trafic en général sur un flux que l'on a créé sur un site Internet, par exemple. Également, augmenter après le panier moyen. Des acheteurs achètent un prix une fois, s'ils peuvent acheter régulièrement. C'est ce que fait par exemple HelloFresh pour permettre aux gens d'avoir des produits qu'ils vont recevoir directement à la maison pour préparer leur repas. Tout est prêt et après on augmente le panier moyen en augmentant des produits additionnels dans l'achat. On peut augmenter le taux d'inscription également à une newsletter. Ensuite, le côté qualitatif après le quantitatif. Donc, mettre en ligne une plateforme e-commerce, si on a déjà des produits physiques, on veut les vendre en ligne. Améliorer l'image de l'enseigne et sa réputation. Fidéliser, travailler sur la fidélisation et développer la communauté. Atteindre des influenceurs peut-être pour aller plus vite. Augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux pour permettre justement d'avoir plus de personnes qui vont être converties ensuite et améliorer la satisfaction des clients. Ensuite, on peut travailler avec des partenaires pour pouvoir justement augmenter des nouvelles ventes en additionnel. En gros, la cible, il va falloir étudier c'est quoi le profil type du client idéal. On va parler de persona en anglais ou personae, il y a les deux termes. Donc, en gros, un persona, une cible en marketing, c'est un ensemble d'acheteurs ou d'acteurs potentiels que l'on cherche à conquérir ou à fidéliser par des actions marketing pour après avoir réalisé une segmentation. Donc, ça fait l'objet d'une politique de ciblage. Donc, il y a une cible principale généralement, puis une cible secondaire. Donc, les caractéristiques, c'est les CSP, généralement, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, lieu d'habitation, la zone géographique, la fourchette de revenus, le prix médian, la situation familiale, est-ce qu'ils sont célibataires, mariés, divorcés. Et ensuite, il faut réfléchir, c'est quoi leur rêve? C'est quoi ce que les clients ils rêvent d'avoir? Et c'est quoi leur point de douleur? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer pour atteindre un objectif? Si c'est vouloir perdre 15 ou 20 kilos, il va falloir peut-être faire un rééquilibrage alimentaire ou faire plus de sport. C'est des points de douleur. Mais en même temps, son rêve, c'est de perdre du poids. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, les moyens de communication, il y a différents moyens. Et donc, le moyen de communication, c'est un support qui permet de diffuser l'information. La façon dont on va envoyer l'information grâce à ces moyens pour permettre justement de transmettre un message. Alors, dans ce que je vais vous présenter, vous devez avoir sûrement en tête différents exemples d'outils de communication traditionnels, radio, mailing, catalogue, cinéma, journaux. Pour la publicité, la promotion, on peut faire les jeux concours, les échantillons, les foires, les stands, les animations, dossiers de presse en termes de communication institutionnelle, communiqué de presse, séminaire, mécénat, rapport annuel. Pour les salons, les foires, il y a bientôt le salon de l'agriculture la semaine prochaine à Paris. Donc, il y a des démonstrations, on peut faire des démonstrations pour des produits ou des bestiaux, de la télévente, faire pas mal de choses. Donc après, il y a aussi la stratégie social média. Alors, c'est quoi la stratégie social média? Donc, la stratégie social média, c'est une feuille de route qui va vous permettre d'investir des ressources pour les mettre sur les réseaux sociaux, en ligne. Alors, généralement, on a une stratégie de média social, c'est pour guider les efforts, justement, pour orienter la raison d'être de l'entreprise, donc l'ikigai, vers justement la partie sociale Internet. Exemple de plan média,
Donc là, on voit plein de réseaux sociaux, vous voyez, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, newsletter, mais on peut définir des cibles et comment on va les contacter de cette manière. Donc ça, c'est un exemple de plan média réalisé par une agence de communication. On voit des exemples. Alors, après, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous-même, avez-vous vous-même, une stratégie de développement sur les réseaux sociaux? Parce que si vous n'en avez pas, tout ce que je vous ai montré auparavant par rapport aux communications traditionnelles, c'est pas que c'est has-been, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on peut se développer plus vite grâce aux réseaux sociaux que grâce aux médias traditionnels, avec des vecteurs de développement plus rapides. Alors, voilà des exemples de plans médias qu'on peut programmer semaine par semaine à l'avance sur les différents réseaux sociaux pour avoir des messages de communication. On peut afficher des articles, on peut proposer un livre blanc, on peut permettre d'avoir une publication, on peut diffuser d'ailleurs une vidéo comme on fait aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir faire de la promotion pour un événement ou une activité ou même expliquer un sujet tout simplement. Ça va donner du contenu, de la valeur à ce contenu. En conclusion, le marketing, c'est basé sur des outils et des tests. Et ces erreurs, on fait plein d'erreurs, mais grâce à ces erreurs, on va pouvoir s'améliorer. C'est des approches au cas par cas, donc on peut faire donc de l'effectuation grâce à ça pour améliorer progressivement ce qu'on a déjà mis en place. La validation des tests, une fois que ça marche, on fait du learning by doing et on continue à l'améliorer, on fait de l'improvement. Et on peut contrôler a priori et a posteriori pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le moment où on a fait une action et que 3 mois après, ça fonctionne toujours correctement. Tester, test and learn, toujours tester, c'est ça pour moi la base du marketing et de la communication. En conclusion, la 4e politique du mix marketing donc reprend un ensemble de références consacrées au mix, c'est-à-dire que les outils de communication sont nombreux et complexes. Mais ça va dépendre du contexte dans lequel vous allez vous évoluer et ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, il faut penser à bien définir sa politique de communication en cohérence avec les 3 autres politiques du mix pour pouvoir justement les aligner. Donc, bien penser en amont à sa communication avant de lancer sa communication pour éviter de se retrouver avec une mauvaise communication qui peut vous faire un effet boomerang avec un retour où personne ne va vous avoir compris, en fait. Les réseaux sociaux, ça sera la suite dans une prochaine chronique. J'en parlerai plus en détail prochainement pour vous permettre de vous laisser un petit cliffhanger, comme on dit, un petit cut, pour vous laisser dans l'attente du prochain événement sur ce sujet. Merci à vous. Je vous rends la main. Merci Mathieu. Alors, c'était un retour aux bases, hein. Oui, Ah, on a fait le A à Z, comme dit mon fils, c'est la base. c'est la base. Qu'est-ce que ça vous a inspiré tous? Moi, j'ai une réflexion pour toi, Mathieu. Je trouve qu'il y a un avantage à savoir avoir une vision comme ça en quelques minutes de tout ce qu'on devrait faire pour communiquer, toutes les questions qu'il faudrait se poser. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'organisations qui ont des trous béants dans leur réflexion parce qu'elles n'ont pas fait ce 360 degrés sur le sujet. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, où ça te rappelle des choses que tu as pu voir, où des gens essayent d'aller à la conclusion directement sans s'être posé ces questions de stratégie, de positionnement avant? Quand, quand certains de mes clients, je leur crée des tunnels de vente et qu'ils ont envie de proposer un événement, très simplement en ligne, ils vont tout de suite partir sur le titre et quelque chose où ils n'ont pas réfléchi en amont au point de douleur. Et c'est quoi le gain qu'ils peuvent avoir en se mettant à la place du client par rapport à ça et en réfléchissant d'abord à un thème et une cible. Ça sert à rien de créer un événement sans réfléchir en amont au thème, à la cible et au point de douleur des personnes, en quoi on peut les aider pour répondre à une problématique. Parce que sinon, on va proposer des frigos à des Esquimaux, ils n'en ont pas besoin. Alors, je sais qu'on est en période de réchauffement climatique, mais le problème de proposer quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est que finalement, les gens ne vont rien acheter et ça va aller nulle part, en fait. À part créer une émulation, mais sans résultat. Et est-ce que tu as pu voir, en tout cas moi ça me fait penser à des exemples d'entreprises beaucoup plus importantes, avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de collaborateurs, qui ont le sentiment qu'ils communiquent et parce qu'ils ont une direction de la communication, ils ont des investissements en communication et ils ne sont pas forcément très satisfaits de la façon dont ça se noue. Mais quand on remonte un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, il y a longtemps qu'ils n'ont pas remis le travail complet à jour. Et donc, ils travaillent sur une vision de leur marché, de leur rôle, de leur pertinence, finalement, qui a
qui a 5 ans, 10 ans, en n'ayant pas refait, alors qu'eux-mêmes ont évolué, l'entreprise a évolué. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Oui, on peut prendre des exemples. D'ailleurs, alors, c'est au-delà de la stratégie de communication, mais si on prend l'exemple de Kodak, ils ont raté le virage du numérique. Ils étaient sur l'argentique, ils pensaient que tout le monde continuerait à imprimer des photos même si le numérique allait arriver, et finalement, ils n'ont pas communiqué, eux, sur le numérique. Et ils se sont retrouvés dépassés. En fait, l'entreprise a fait faillite très très rapidement parce ils se sont pas réinventés en fait. Là où les autres se sont positionnés sur le numérique. Alors c'est peut-être pas que de la communication, mais plus récemment, on peut prendre des exemples peut-être plus récents en termes de communication. Euh, il y a des marques qui ont périclité récemment autour du bio, par exemple. Biocop, non, Bio c'est bon, pardon. Ils se sont pas réinventés, je pense, et quelque part, les enseignes de grands magasins ont intégré du bio, et finalement, ce type d'entreprise a périclité alors qu'ils avaient des parts de marché énormes il y a encore moins de 5 ans, en fait. En fait, Bio C'est Bon a été racheté par Carrefour d'ailleurs. Bon, voilà. Je Ah ne oui, sais pas l'histoire finale, mais Moi, bizarrement. est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose? C'est qu'en fait, souvent, quand on est enfin, les problématiques de communication, les interlocuteurs oublient que un objectif de communication, c'est SMART. Alors, tu l'as rapidement abordé. Donc, SMART, c'est en fait, c'est spécifique, c'est une action, un objectif, etc. Donc, il faut savoir sur quoi on va communiquer et ce qui va être l'essence même de la communication. C'est mesurable. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse revenir sur les résultats et savoir ce qui s'est réellement passé. C'est atteignable. C'est qu'on a des objectifs, mais ils doivent être accessibles. Rien ne sert de fixer des choses totalement inatteignables parce que ça va frustrer tout le monde. C'est réaliste parce que ça pose la question des moyens, des budgets, du temps et de l'énergie de chacun en interne. Est-ce qu'on a les personnes compétentes? Est-ce qu'on a les budgets à mettre en place, etc. Et enfin, c'est temporel. C'est qu'un objectif, ça doit se réaliser dans un temps précis. Et donc, ce qui veut dire que si on évalue à l'échéance, il faut qu'on ait des points intermédiaires. Et donc, je pense que ça pose aussi la question tu l'as très bien expliqué, c'était intéressant, c'est de revenir aussi au basique. C'est que, quelque part, la communication, c'est au service d'une politique marketing. Et donc, si on n'a pas de politique marketing, sur quoi on communique, de quoi on parle? Voilà, donc je ne vais pas. Je vais juste ajouter cela. À tes souhaits. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne, pour ce point. Effectivement, souvent, le problème, c'est pas seulement la communication, ça remonte plus en amont sur la stratégie ou le marketing, qui n'ont pas forcément été bien compris ou bien intégrés dans les organisations. Il y a des organisations qui sont très fortes en marketing, n'est-ce pas, Jean-Christophe, et des organisations qui sont moins expertes dans cet exercice.